La semaine avant la rentrée universitaire, mes parents m'ont pris à part et m'ont dit « Nous avons donné ton argent pour les études à les meilleures histoires de Reddit ». Le jour où ma vie a basculé a commencé avec une assiette d'œufs brouillés et un faux sourire. Je me souviens encore de la façon dont la lumière du matin frappait le comptoir de la cuisine. De la voix de ma mère, juste un peu trop joyeuse. Et de mon père qui n'arrêtait pas de tapoter son alliance contre sa tasse de café comme un métronome, comme s'il répétait un discours dans sa tête. Je m'appelle Trevor et j'avais 18 ans quand ils m'ont fait asseoir ce matin-là, une semaine avant que je ne doive emménager dans ma chambre d'étudiant à l'université. J'avais passé la dernière année à planifier obsessionnellement chaque détail, à m'inscrire aux journées d'orientation, à acheter des manuels d'occasion, à travailler de nuit à l'épicerie pour pouvoir me payer des décorations pour ma chambre et un ordinateur portable décent. J'avais un tableur pour tout. J'avais même acheté un de ces mini-frigos pour chambre d'étudiant parce que j'avais lu quelque part qu'on se lasse vite de la cantine du campus. Pendant la majeure partie du lycée, j'avais été le garçon calme et responsable de notre famille. Le genre de gamin qui avait d'excellentes notes, n'allait pas aux fêtes et ne causait jamais de problème. Pas parce que j'avais peur des conséquences, mais parce que je pensais que cela signifierait quelque chose. Je pensais que si je travaillais dur et ne faisais pas de vagues, quelqu'un le remarquerait. Peut-être pas avec de grands éloges spectaculaires ou quoi que ce soit, mais avec de petites choses, comme tenir leurs promesses, comme payer les frais de scolarité pour lesquels ils disaient avoir économisé depuis mes 12 ans. Alors, ce matin-là, quand ma mère a dit « Trevor, chéri, ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important », j'ai simplement souri et pris une autre bouchée d'œufs. Je n'avais aucune raison de me méfier, aucune raison de me préparer au véritable coup de poing en plein ventre qui allait arriver. Mon père s'est penché en avant avec ce visage calme et familier qu'il arborait toujours lorsqu'il s'apprêtait à me faire la leçon sur le fait que la vie est injuste. Et puis il a dit, « Nous avons donné l'argent de tes études à ton frère. Son entreprise en a plus besoin en ce moment. » Juste comme ça, en une seule phrase. Pas de préambule, pas d'excuses, juste une déclaration froide et clinique, comme s'il annonçait la météo. Je n'ai même pas répondu au début. J'ai cligné des yeux. Je me souviens avoir fixé la salière sur la table parce que je ne pouvais regarder aucun d'eux dans les yeux. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais quand j'ai levé les yeux, ma mère avait une expression étrange. Ni coupable, ni embarrassée. C'était quelque chose de plus proche de la fierté. « Tu devrais être heureux », a-t-elle dit. « Tu soutiens la famille de manière significative. C'est ça, faire partie de quelque chose de plus grand que soi. » C'est là que j'ai compris. Il ne me disait pas ça parce qu'il se sentait mal. Il me le disait parce qu'il pensait que je devais être fier. Parce qu'à leurs yeux, je n'étais plus celui qui avait des rêves ou des objectifs. J'étais juste. Pratique. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Mon frère aîné, Jason, a 6 ans de plus que moi. En grandissant, il était l'enfant chéri. Chaque erreur qu'il faisait était une expérience d'apprentissage. Chaque fois que j'avais une excellente note, il avait droit à une fête pour avoir pensé à sortir les poubelles. Quand il a abandonné l'université après un semestre pour lancer une entreprise de technologie dans notre garage, mes parents ont agi comme s'il avait découvert le feu. Ils ont injecté de l'argent dans sa start-up comme si c'était un fonds en fiducie, lui achetant du matériel, l'aidant à louer des bureaux, et même en se portant co-garant d'un prêt quand les choses se sont compliquées. L'entreprise n'a jamais vraiment décollé, mais Jason avait toujours un nouveau projet en tête, une nouvelle idée qui avait juste besoin d'un peu plus de marge de manœuvre. Il n'était pas paresseux, je lui accorde ça. Mais il était imprudent. Il empruntait comme si rien ne devait être remboursé. Promettait des choses qu'il ne pouvait pas tenir. Et parvenait toujours à convaincre nos parents qu'il était sur le point de réussir quelque chose de grand. Alors, quand j'ai été accepté dans une excellente université, pas l'une des plus prestigieuses, mais tout de même compétitive, et que mes parents m'ont assuré qu'ils couvraient la première année, je les ai crus. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'avais suivi toutes les règles. J'avais joué la sécurité. Je n'avais pas fait de vagues. Et en retour, j'étais censé avoir ma chance. Au lieu de ça, j'ai eu droit à ça. Un sermon matinal sur les sacrifices, servi avec des œufs et du pain grillé. J'ai posé une question, une seule. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Mon père m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Prends une année sabbatique, trouve un travail. Plein de jeunes de ton âge ont besoin de temps pour savoir ce qu'ils veulent faire. J'ai déjà trouvé ce que je voulais faire, ai-je dit,
reconnaissant à peine ma propre voix. Je suis censé emménager la semaine prochaine. Nous savons, a dit ma mère doucement, comme si cela arrangeait les choses. Et nous sommes vraiment désolés pour le timing. Mais tu es intelligent, Trevor. Tu trouveras un autre moyen. Le pire, ce n'était pas la décision. C'était la façon dont ils agissaient, comme si c'était pour moi une occasion de grandir. Comme si me faire voler mon avenir était une sorte d'exercice pour forger le caractère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. Puis je me suis excusé, j'ai quitté la table, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. C'est à ce moment-là que tout a changé. Parce qu'au fond de moi, quelque chose a craqué. Pas de manière spectaculaire comme dans un film, où j'aurais brisé un miroir ou frappé un mur. C'était plus silencieux que ça, plus définitif, comme un interrupteur qu'on bascule sur bof. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon lit, fixant le plafond, repassant chaque conversation que j'avais jamais eue avec mes parents et qui me semblait soudain fausse. Toutes les fois où ils m'avaient dit qu'ils étaient fiers. Toutes les fois où ils avaient dit « on est là pour toi ». C'était comme réaliser que mon filet de sécurité était en papier. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes valises. Pas pour l'université, mais pour quelque chose de complètement différent. Et ce fut le début. Le début d'une longue année, le début du silence entre moi et mes parents. Le début de ma disparition, non pas physiquement, mais émotionnellement. J'ai quitté la maison avec 2 valises, environ 920 € de mon travail à l'épicerie, et une règle gravée dans mon esprit, ne jamais compter sur quelqu'un qui te traite comme un plan B. Et pendant que l'entreprise de mon frère brûlait de l'argent, j'étais sur le point de lancer quelque chose à moi, quelque chose dont je n'ai parlé à personne, quelque chose de discret, d'intelligent. Car s'ils voulaient que je soutienne la famille, j'allais leur montrer exactement à quoi ça ressemblait. Mais pas de la manière qu'ils attendaient. Loin de là. Je n'avais pas de plan. Pas de véritable plan, en tout cas. Mais j'avais de la détermination et de la rage. Le genre de colère silencieuse et patiente qui ne s'éteint pas rapidement. Le genre qui mijote pendant des mois, se cristallisant en quelque chose de tranchant, d'utile. J'ai déménagé le jour même où ils ont lâché la bombe. Je ne leur ai même pas laissé la chance de me demander où j'allais. J'ai juste emballé mon ordinateur portable, mes vêtements et le peu d'argent que j'avais économisé, et j'ai contacté un gars avec qui je travaillais à l'épicerie, Connor, qui avait une chambre de libre dans son appartement à l'autre bout de la ville. Ce n'était pas luxueux. Il n'y avait pas de climatisation et je devais dormir sur un futon qui grinçait si je respirais trop fort, mais c'était à moi. Et plus important encore, ce n'était pas à eux. Je n'ai pas complètement coupé les ponts. Au début, ils m'ont envoyé quelques textos la première semaine, prenant des nouvelles comme si de rien n'était. Comment se passe la recherche d'emploi? Dis-nous si tu as besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. J'étais trop occupé à me sentir stupide de leur avoir fait confiance. Trop occupé à me noyer dans une amertume que je ne pouvais exprimer. Je passais mes journées à jongler entre des petits boulots sur Craigslist et des vidéos YouTube sur le marketing digital, le commerce, le codage, tout ce qui pourrait mener à quelque chose de plus stable que de remplir des rayons. La nuit, je travaillais dans une sandwicherie locale. J'ai dit à Connor que je prenais juste une année pour réfléchir avant l'université. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je ne pouvais même pas le dire à voix haute sans ressentir un étrange mélange d'humiliation et de fureur, comme si on m'avait trompé et qu'on attendait de moi que je remercie le croupier. Pendant ce temps, Jason était partout. Il était sur tous les réseaux sociaux de mes parents. Ma mère postait des photos de son bureau comme si c'était le siège de la NASA. Mon père partageait des liens vers le site de son entreprise comme s'il lançait le prochain Google. Chaque légende suintait la fierté. Si fier de notre aîné, qui poursuit ses rêves. Soutenez les petites entreprises. Découvrez la nouvelle aventure de Jason. Ça me rendait malade. Non pas parce qu'il réussissait, mais parce que je savais que ce n'était pas le cas. Je savais qu'il perdait de l'argent, qu'il luttait pour honorer des contrats surdimensionnés, qu'il se démenait pour paraître légitime, pendant que nos parents lui jetaient tout ce qu'ils avaient comme si c'était de l'argent du Monopoly. Il n'était pas méchant, juste gâté. Le genre de gars qui n'a jamais appris ce que non voulait dire parce que personne ne le lui avait jamais dit. Environ un mois après mon départ, ma mère m'a envoyé une photo de Jason devant une bannière géante qui disait « Genius Tech Solutions, grande ouverture ».
Ils avaient loué un espace de coworking en centre-ville. Ballon, cérémonie d'inauguration. Mes parents souriaient à l'arrière-plan comme s'ils venaient de gagner au loto. Je n'ai pas répondu. Je n'ai félicité personne. J'ai juste fixé cette photo et réalisé à quel point j'étais complètement seul. Et c'est là que quelque chose a changé. J'aurais pu continuer à bouder. J'aurais pu attendre un an et réessayer avec des bourses et des prêts. Mais je savais mieux maintenant. Je savais que si je voulais un avenir, je devrais le construire moi-même, brique par brique, par pur dépit s'il le fallait. Alors, j'ai commencé à apprendre obsessionnellement. J'avais toujours été doué en technologie. Au lycée, je donnais des cours de soutien, j'aidais les jeunes à réparer leur téléphone, j'avais même assemblé quelques PC sur mesure. Mais maintenant, j'ai commencé à aller plus loin. J'ai appris par moi-même à gérer des publicités Facebook, à trouver des produits gagnants en dropshipping, à rédiger des textes de vente qui convertissent réellement. Je regardais 10 heures de tutoriels par jour, suivais des cours en ligne que je ne pouvais pas me permettre, et trouvais d'autres moyens d'y accéder. J'ai testé tous les essais gratuits connus de l'homme. J'ai beaucoup échoué. J'ai perdu de l'argent sur de mauvaises idées de produits. J'ai mangé beaucoup trop de nouilles instantanées. Mais j'ai continué. 3 mois plus tard, j'ai lancé ma première vraie boutique. Rien d'éclatant, juste un site de gadgets de niche vendant des humidificateurs portables et des supports de téléphone. Mais j'ai trouvé un rythme. J'ai tout réinvesti. J'ai vécu avec 3 fois rien. J'ai même annulé mon abonnement Spotify pour économiser de l'argent et écouter des vidéos de motivation sur YouTube à la place. Cette routine est devenue addictive et, lentement, les choses ont commencé à fonctionner. Au 5e mois, je gagnais plus en une semaine qu'auparavant en un mois à la sandwicherie. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Connor, ni à mes anciens amis, et certainement pas à ma famille. Il ne s'agissait pas de se vanter. Il s'agissait de construire quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Pendant ce temps, les choses à la maison sont devenues étranges. Ma mère a recommencé à appeler. Au début, c'était décontracté. Un message vocal par-ci, un message par-là. Salut chérie, je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Puis c'est devenu plus insistant. On n'a pas de nouvelles de toi depuis un moment. On peut se voir ? Ton père s'inquiète. Et puis un jour, elle a envoyé ça, Jason aurait vraiment besoin de ton aide. Tu es si doué avec les ordinateurs. Je l'ai lu 3 fois. J'ai ri aux éclats. L'audace. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de répondre, car à ce moment-là, j'avais quelque chose de mieux. Un avantage. Mais je n'étais pas encore prêt à l'utiliser. Pas avant le point de rupture. Celui-ci est arrivé 6 mois plus tard. J'ai reçu un message de ma cousine Erika. Elle était proche de mes parents. Elle me gardait quand j'étais petit, mais nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de ma mère. Parfois, la famille signifie faire des choix difficiles. Nous sommes si fiers de nos 2 fils. Jason, qui révolutionne la technologie locale, et Trevor, qui prend courageusement une année sabbatique pour se trouver. Se soutenir mutuellement, c'est l'essentiel. Ma mâchoire s'est crispée. Se soutenir mutuellement. Il présentait la situation comme si j'avais choisi de renoncer à l'université. Comme si c'était un noble sacrifice, comme si j'avais joyeusement cédé mon avenir pour que Jason puisse jouer au PDG. Et les gens aimaient ça. Ils commentaient, vous avez élevé des garçons si généreux. Trevor a l'air d'un amour. J'avais envie de crier, mais je suis resté silencieux. Je suis resté concentré jusqu'à ce que l'appel arrive. C'était un mardi. J'étais en train de traiter des commandes quand mon téléphone a sonné. Mon père. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. 1 minute plus tard, il a rappelé, puis encore. Finalement, j'ai répondu. Trevor, a-t-il dit, le souffle court comme s'il avait couru. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Jason. Je n'ai rien dit. Il a hésité, puis a soupiré. Son entreprise, ça ne va pas bien. Ah, vraiment ? Il a du retard sur le loyer des bureaux. Le prêt que nous avons co-signé est. Eh bien, les paiements s'accumulent. Je suis resté silencieux. Nous espérions, a-t-il dit lentement, que tu pourrais peut-être aider.
Tu as toujours été bon avec les chiffres. Peut-être que tu pourrais jeter un œil au compte. Voir s'il y a quelque chose qui nous échappe. C'était le moment. La seconde exacte où j'ai senti la fracture dans notre famille s'élargir en un canyon. Il m'avait tout pris. Ma confiance, mon avenir, mes frais de scolarité. Et maintenant que tout s'effondrait, il revenait en rampant. Mais le pire était à venir. Ma mère a appelé plus tard dans la soirée. Sa voix était douce, comme si elle essayait de jeter un sort. Chérie, nous savons que les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais Jason est ton frère. Il a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. J'ai enfin parlé. Vous lui avez donné mon fonds pour l'université. Il y a eu une pause, puis un soupir. Nous le lui avons prêté. C'était une décision familiale. Non, c'était votre décision, ai-je dit, la voix tremblante. Je n'ai rien accepté du tout. Nous ne pensions pas que tu serais si rigide à ce sujet. Rigide. Comme si attendre de ses parents qu'il honore leurs paroles était une sorte de défaut de personnalité. Nous vous avons soutenus tous les deux de différentes manières, a-t-elle ajouté. Jason a juste besoin de plus en ce moment. Et de quoi ai-je besoin, moi, ai-je demandé. Il y a eu un silence. C'était la vraie réponse. Je n'étais pas censé avoir besoin de quoi que ce soit. J'étais censé donner, être le stable, le réparateur, le personnage secondaire dans le drame de la start-up de Jason. Tout a culminé une semaine plus tard, quand je suis passé chez eux. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allé. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore qu'ils le reconnaissent, qu'ils assument ce qu'ils avaient fait, qu'ils s'excusent. Au lieu de cela, je suis entré en plein milieu d'une intervention. Jason était là. Mes parents aussi. Le salon était impeccable, comme s'ils attendaient des invités. Ma mère a souri dès que je suis entré. Nous sommes si heureux que tu sois venu. Assieds-toi. Je suis resté debout. Jason avait l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, un ordinateur portable ouvert devant lui. Trevor, mec, a-t-il dit, j'ai merdé. Je sais, mais j'ai juste besoin d'un petit coup de main. Tu es bon avec ce genre de truc en ligne. Tu as toujours été intelligent. Mon père a enchaîné. Nous ne demandons pas grand-chose, juste quelques idées. Peut-être que tu pourrais l'aider à restructurer l'entreprise. Il est encore temps. Je les ai tous regardés. Est-ce que l'un de vous a déjà pensé à m'aider, moi? Ils ont cligné des yeux comme si j'avais parlé une autre langue. J'avais besoin d'aide il y a 1 an. J'avais besoin de soutien. J'avais besoin de vous, mais vous n'étiez pas là. Le sourire de ma mère s'est effacé. Chérie, nous essayons de faire ce qui était le mieux pour la famille. Non, ai-je dit, la voix basse, stable. Vous faisiez ce qui était le mieux pour Jason. Et maintenant que tout s'effondre, vous pensez que je suis votre filet de sécurité. Encore une fois. Jason a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Je ne suis pas là pour réparer tes dégâts. Je ne suis pas ton plan B, mon père s'est levé, clairement agacé. Ne sois pas dramatique, Trevor. J'ai ri. Un son sec, sans humour. Je ne suis pas dramatique. J'en ai fini. Et sur ce, je suis sorti. Ils ne m'ont pas suivi. Mais 2 heures plus tard, ma mère a envoyé un dernier message. Nous voulons juste retrouver notre famille. Et je l'ai fixé. Le cœur battant, les doigts planant au-dessus de l'écran, parce qu'ils avaient raison. Quelque chose s'était brisé, mais pas de la manière qu'ils pensaient. Pas quelque chose qui pouvait être réparé avec une conversation ou un câlin. Quelque chose de plus profond. Et j'ai su à ce moment-là que le prochain coup serait le mien, et qu'il changerait tout. Le jour où je suis sorti de la maison de mes parents après leur petite réunion de famille, je me sentais immense. En colère, oui, encore à vif à cause de la trahison, mais enfin libre. Comme si j'avais cessé d'attendre quelque chose qui n'allait jamais venir. Leur approbation, leur soutien, leur respect. Tout cela était toujours assorti de conditions, toujours partiales, toujours penché en faveur de Jason. Mais cette adrénaline s'est vite dissipée. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé assis dans le noir à 2 heures du matin dans le petit appartement que je partageais avec Connor, me demandant ce que je faisais. La lueur de l'écran de mon ordinateur portable éclairait la peinture écaillée du mur.
J'avais un tableau de bord Shopify ouvert sur un onglet, un tableur rempli de dépenses publicitaires et de taux de conversion sur un autre. C'était le 5e jour d'affilée que je n'atteignais pas le seuil de rentabilité. Aucune vente. Mon compte publicitaire avait été signalé pour activité inhabituelle. Mes fonds PayPal étaient bloqués pour prévention de la fraude. Il me restait 195 € sur mon compte en banque et aucun plan de secours. C'était le fond du gouffre. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Parce que jusqu'à ce moment, je gardais cette fantaisie à l'arrière de ma tête que j'allais gagner, que j'allais réussir en grand juste pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais quand votre estomac gargouille, que votre loyer est dû, que le paiement de votre boutique ne fonctionne pas et que personne ne répond à vos emails, toutes les fantaisies de vengeance du monde commencent à ressembler à des chimères. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis brossé les dents devant le miroir et j'ai à peine reconnu le type qui me regardait. Le teint pâle, les yeux lourds. Je ressemblais à un fantôme dans ma propre vie. Le même jour, Connor m'a surpris dans la cuisine, penché sur mon téléphone, à faire défiler sans fin des offres d'emploi. Il n'a pas dit grand-chose, a juste pris un soda dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ouais », ai-je menti. Il a hoché la tête. « Cool. Tu fais toujours ton truc de business en ligne. » J'ai haussé les épaules. « J'essaie. » Il a fait une pause, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Bon, n'oublie pas de manger. Même les gladiateurs ont besoin de sandwichs. » C'était une phrase tellement idiote, mais j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Cet après-midi-là, je suis allé à la bibliothèque. Pas un café, pas un espace de coworking, juste une bibliothèque publique avec un Wi-Fi faible et des lumières vacillantes. J'y suis resté des heures. Pas de distraction, pas de bruit, juste moi, un carnet et la détermination de trouver une solution. J'ai élaboré un nouveau plan, un meilleur. Au lieu de courir après des produits à la mode ou d'essayer de devenir riche rapidement, j'ai décidé de construire quelque chose de petit, stable et honnête. J'ai étudié le SEO comme si ma vie en dépendait. J'ai regardé des vidéos sur le marketing d'affiliation, les sites de contenu de niche, la création de listes de mets, l'optimisation des pages de destination. Fini les trucs pour s'enrichir vite. Fini le dropshipping de camelotes de fournisseurs douteux. Juste du contenu de valeur. C'est comme ça que j'ai lancé mon premier site d'information. Il portait sur le matériel de camping portable, quelque chose qui m'intéressait vraiment. J'ai écrit chaque article moi-même. J'ai passé des semaines à compiler des critiques de produits, à apprendre le regroupement de mots-clés, la recherche de backlinks et la magie noire de l'algorithme de Google. C'était lent. Le premier mois, le site dépassait à peine 20 visiteurs par jour, mais je me suis accroché. J'ai mis à jour les articles, testé différentes accroches, trouvé de meilleurs programmes d'affiliation, je me suis concentré sur la confiance. Pendant ce temps, je prenais des missions en freelance pour payer les factures. Rédaction, audit SEO, j'ai même aidé des entreprises locales à réparer leur site web cassé. Je survivais à nouveau. Pas encore en plein essor, mais je survivais. Et puis, un petit miracle. 3 mois après le lancement du site, un de mes articles, Top 5 des réchauds de camping ultra léger pour 2022, a été repris par un plus grand blog sur l'équipement de plein air. Ils y ont mis un lien dans un article récapitulatif. Du jour au lendemain, mon trafic a triplé. J'ai gagné 165 € cette semaine-là en commission d'affiliation. C'est là que j'ai su que je tenais quelque chose. Cette petite victoire est devenue une étincelle. J'ai continué à construire, j'ai écrit plus d'articles, contacté plus de blogs, engagé un rédacteur bon marché sur Upwork quand je n'arrivais plus à suivre, investi dans un meilleur thème, un hébergement plus rapide, créé une newsletter, lancé un deuxième site, cette fois dans une niche totalement différente, les outils de productivité minimaliste. À la fin de cette année-là, je gérais 3 sites. Un qui rapportait 735 € par mois, un autre 370 €, et le dernier qui était à peine rentable. Mais ensemble, ça s'additionnait. Je n'étais pas riche, mais je n'en avais pas besoin. J'étais libre. J'avais tout construit moi-même. Sans université, sans diplôme, sans aide. Et toujours pas un seul mot à mes parents. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Pour autant qu'ils sachent, j'étais toujours en train de me trouver, de patauger dans une sorte de brouillard post-année sabbatique pendant que Jason essayait de ranimer son Frankenstein technologique. Mais même ça,
c'était en train de s'effondrer, d'après les échos, principalement d'Erika, ma cousine qui gardait le contact malgré la tension. J'ai appris que l'entreprise de Jason implosait. Son principal client s'était retiré. Son loyer avait 4 mois de retard. Le prêt que nos parents avaient cosigné était en défaut de paiement. Des rumeurs couraient selon lesquelles il était poursuivi pour des logiciels non livrés. Apparemment, il avait commencé à se présenter au dîner de famille comme l'ombre de lui-même. Sa petite amie l'avait quitté. Il avait réemménagé dans le sous-sol de mes parents, le même où sa start-up avait commencé des années auparavant. Mes parents, eux aussi, craquaient. Ma mère publiait de moins en moins. Fini les légendes dithyrambiques sur l'esprit brillant de Jason. Mon père avait cessé de répondre aux textos de la famille élargie qui commençait à poser des questions embarrassantes sur l'argent. Et moi? J'ai emménagé dans un meilleur appartement, j'ai eu un nouvel ordinateur portable, un bureau debout, une plante en pot que j'ai nommée Gordon, et j'ai même engagé un assistant virtuel pour m'aider avec mon 3e site web. Celui-ci était axé sur le matériel de bureau à domicile. L'ironie ne m'a pas échappé. Jason avait le bureau tape à accent grave-l'œil avec des inaugurations et des murs en verre. J'avais une pièce calme, une chaise décente et des revenus constants. J'ai pensé à les contacter. J'ai pensé à remuer le couteau dans la plaie, mais je ne l'ai pas fait. Je n'en étais pas encore là. Car même si les choses s'amélioraient, une partie de moi souffrait encore. Je ne pouvais l'expliquer à personne, pas même à Connor. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'université. C'était la trahison, le fait que les gens qui m'avaient élevé, qui prétendaient m'aimer, m'avaient regardé dans les yeux et m'avaient dit que mes rêves ne comptaient pas, que mon avenir était jetable, que mon travail acharné était négociable. Ça laisse une marque. Ça change la façon dont on fait confiance. Ça change la façon dont on espère. Mais même les cicatrices peuvent se transformer en armure. Et finalement, j'ai commencé à me sentir à nouveau fort. Un jour, environ 1 an après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. C'était Jason. Sa voix était tremblante. Plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Salut Trèves, je sais que ça fait un moment. Je ne sais pas, mec. Les choses vont vraiment mal en ce moment. J'ai merdé. Je le sais, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. J'ai écouté ce message 6 fois. Non pas parce que j'envisageais de l'aider. Ce n'était pas le cas. Je l'écoutais parce que je voulais comprendre à quoi ressemblait le son de quelqu'un à qui on avait toujours tout donné quand il n'avait plus personne pour le rattraper. Je ne l'ai jamais rappelé, mais j'ai gardé le message. Ça me rappelait pourquoi j'avais fait tout ça. Pourquoi j'étais resté éveillé toutes les nuits à étudier des choses que personne ne m'avait apprises. Pourquoi j'avais travaillé malgré les crises de panique, les semaines à 0 revenu et les propriétaires qui se fichaient que je sois en train de me trouver. Parce qu'ils m'avaient sous-estimé, et cette erreur allait leur coûter cher. Je n'étais plus le personnage secondaire. J'étais sur le point de devenir le rebondissement de l'intrigue. Le message vocal de Jason est resté dans ma boîte de réception comme une mèche allumée qui n'explosait jamais tout à fait. Je l'écoutais tous les quelques jours, non pas parce que j'avais besoin d'un rappel du chemin parcouru, mais parce que ça me gardait les pieds sur terre. Ça me rappelait que pendant que j'avais passé la dernière année à travailler d'arrache-pied en silence, à grandir dans l'ombre, les personnes qui m'avaient radié étaient en train de sombrer dans le désordre qu'elles avaient créé. Mais je n'étais pas pressé de jubiler. La vengeance, la vraie vengeance, ne consiste pas seulement à prouver à quelqu'un qu'il a tort. Il s'agit de le laisser s'en rendre compte lui-même, lentement, douloureusement, sans bouée de sauvetage. Et ce genre de règlement de compte demande de la patience, de la précision, un peu de timing et beaucoup de retenue. Et maintenant, enfin, j'avais les 3. Ma première grande opportunité est venue d'un endroit étrange, un message sur LinkedIn. L'une des entreprises dont j'utilisais le programme d'affiliation m'a contacté pour me demander si je serais intéressé par du consulting. Apparemment, mon site leur rapportait plus de ventes que certains de leurs plus gros partenaires, et ils voulaient savoir comment. Au début, j'ai hésité. Je n'avais jamais rien fait d'officiel de ce genre. Mais dès que j'ai vu leur proposition, 2760 € pour un audit de 10 heures, j'ai accepté. Ce seul contrat a payé 2 mois de loyer. Ce contrat en a entraîné 2 autres. J'avais soudain de la crédibilité, des clients, des recommandations. Mais plus important encore, j'avais une idée. Ça a commencé comme une blague.
Vraiment. Connor et moi étions assis dans notre appartement. Il venait de quitter son travail dans le commerce de détail pour se lancer dans le développement d'applications, et j'ai mentionné à quel point ce serait drôle de faire une étude de cas public de mon parcours, de trahir à autodidacte. Connor a ri. Tu casserais Internet. J'ai marqué une pause. Non, sérieusement. Et si je racontais mon histoire, pas de manière amère, mais de manière éducative, stratégique? Et si je transformais tout ce qu'il pensait être ma chute en un modèle pour construire quelque chose à partir de rien? Il s'est penché en avant. Tu aurais des clients, des sponsors, peut-être un contrat pour un livre. Peut-être, ai-je dit avec un sourire en coin. Mais plus que ça, j'attirerais l'attention. Parce que si j'allais jouer à ce jeu, si j'allais démanteler leur récit et réécrire le mien, je voulais qu'ils le voient. Cette nuit-là, j'ai acheté un nouveau nom de domaine, quelque chose de propre, de professionnel. J'ai commencé à rédiger le premier d'une série d'articles de blog en plusieurs parties, racontant comment j'avais construit mes sites d'affiliation, comment j'avais géré l'épuisement professionnel, comment j'avais navigué dans le champ de mine du business en ligne sans argent ni soutien. Ce n'était ni émotionnel ni amer. C'était chirurgical, juste les faits. Chaque article se terminait par une seule ligne, sans diplôme, sans aide, sans excuse. L'article a décollé. D'abord sur Reddit, puis sur Hacker News, puis un YouTuber dans la niche de la finance a fait une vidéo de réaction intitulée « Le gamin qu'on a lâché et qui a bâti un empire ». J'ai gagné plus de 10 000 abonnés à ma liste de mai en 2 semaines. Le trafic de mon site a triplé. Une entreprise a proposé de racheter l'un d'eux pour une somme à 5 chiffres. J'ai dit non, parce que j'avais de plus grands projets. Des projets qui impliquaient de sortir enfin de l'ombre numérique pour entrer dans la pièce où les décisions sont prises. Alors, j'ai commencé à aller à des rencontres locales, des événements SEO, des tables rondes sur la technologie, même quelques salons de start-up. J'étais silencieux au début, observant, apprenant comment les gens parlaient quand ils pensaient que vous ne valiez pas la peine d'être remarqué. Mais finalement, j'ai commencé à prendre la parole, à partager des idées, à offrir des conseils. Pas le genre de conseils tape à accent grave-l'œil des gourous du succès, mais de vraies connaissances solides. Les gens respectaient ça. Certains prenaient même des notes. C'est comme ça que j'ai rencontré Marissa. Elle était designer UX, venait de vendre sa start-up et cherchait son prochain projet. Nous avons pris un café après l'une des rencontres et le courant est passé instantanément. Esprit vif, humour sec, aucune tolérance pour le baratin. En une semaine, nous réfléchissions à des moyens de fusionner ma stratégie de contenu avec son expertise en design. À la fin du mois, nous avions un plan, une véritable entreprise. Nous l'avons appelé Dustproof, une agence de produits numériques qui construisait, développait et monétisait des marques de contenu de niche à partir de zéro. Je m'occupais du trafic et de la monétisation. Elle s'occupait de l'image de marque et de l'expérience utilisateur. Nous partagions tout à 50-50e. Il ne s'agissait plus seulement de gagner de l'argent. Il s'agissait de prouver quelque chose. Nous ne construisions pas seulement des sites. Nous construisions un avantage. Et maintenant que je l'avais, j'ai commencé à préparer la vraie vengeance. Elle a commencé, comme il se doit, avec Jason. Grâce à Erika, qui flottait toujours dans nos conversations de groupe, j'ai appris qu'il essayait de trouver un nouvel investisseur. Apparemment, un incubateur d'entreprise locale envisageait de lui accorder une subvention de 46 000 €, espérant aider à relancer des fondateurs de tech en difficulté. Jason leur avait présenté un projet bancal, une application d'assistant pour petites entreprises basée sur l'IA, un salmigondi de mots à la mode, mais ils y croyaient parce qu'il avait de bonnes relations et de l'expérience. Marissa a haussé un sourcil quand je lui ai dit ça. Il vend sérieusement de l'IA maintenant? Oh que oui, ai-je dit. Il a abandonné l'université, a brûlé des centaines de milliers d'euros, a été renfloué par ses parents, et maintenant il se vend comme un visionnaire. Elle a siroté sa boisson. Enterrons-le. J'ai souri. Je n'attendais que ça. Première étape, nous avons construit un concept concurrent. Même secteur, même marché, meilleur nom, meilleure image de marque, et plus important encore, un produit minimum viable qui fonctionnait. Nous n'avons même pas essayé de le cacher. Nous lui avons donné un nom à une syllabe près de celui de Jason. Assez similaire pour susciter la curiosité, assez différent pour être légal. Nous avons créé une magnifique page de destination. Nous avons enregistré des vidéos de démonstration.
Nous avons publié un article de blog intitulé « Ce que la plupart des applications professionnelles font de travers et comment nous l'avons corrigé », avec capture d'écran, témoignages et une liste d'attente active. Puis nous avons lancé des publicités, des pas chères, ciblées directement sur le code postal de l'incubateur. En quelques jours, notre version était partout sur leur fils LinkedIn. J'ai même rejoint le canal Slack public de l'incubateur en utilisant un pseudonyme, juste pour observer. Et bien sûr, 3 jours plus tard, quelqu'un a posté, et, quelqu'un a vu ce nouvel outil? Ça a l'air super propre. Ça pourrait valoir le coup d'y jeter un œil avant de finaliser la prochaine subvention. Jason ne l'a jamais vu venir. Erika m'a envoyé un texto le lendemain matin. Je ne sais pas si tu es impliqué, mais j'ai paniqué complètement. Lol. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et je me suis remis au travail. Car aussi satisfaisant que ce soit de lui mettre des bâtons dans les roues, il n'était pas la vraie cible. C'étaient mes parents. Ce sont eux qui avaient parié contre moi, qui m'avaient dit que je devrais être fier de renoncer à mon avenir. Qui avaient applaudi à la grande ouverture de Jason et m'avaient ignoré quand j'ai demandé « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» J'aurais pu leur envoyer une lettre, une facture, un lien vers le blog. Mais ça aurait été trop facile. Au lieu de cela, j'ai attendu. J'ai attendu le moment parfait, et il est arrivé juste à temps pour le mariage de ma cousine Mallory. Elle se mariait dans un vignoble local et tout le monde était invité. Toute ma famille élargie, Jason, mes parents, même des gens que je n'avais pas vus depuis le collège. Erika m'a envoyé une capture d'écran de la liste des invités et m'a demandé si j'y allais. J'ai failli dire non. L'idée d'entrer dans cet événement entouré de gens qui pensaient que j'étais un décrocheur à la dérive me donnait la chair de poule. Mais ensuite, j'ai eu une idée, une mise en scène parfaite. J'ai appelé Marissa. Que dirais-tu d'une petite démonstration? Elle a ri. J'adore le spectacle. À quoi tu penses? Je veux arriver comme un fantôme devenu millionnaire. Oh, a-t-elle dit, souriant à travers le téléphone. On va faire une révélation. Alors, nous avons tout planifié. Nous avons acheté un nouveau costume, sur mesure, élégant, sans logo, sans ostentation, juste de la prestance. Marissa m'a aidé à rédiger une carte de présentation pour l'événement, un petit carton plié qui présentait Dustproof comme sponsor de la prochaine retraite pour petites entreprises du lieu. Je me suis assuré qu'ils incluent notre site et mon nom, Trevor Lan, qui est fondateur. Je n'ai dit à personne que je venais. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je suis juste entré. Et quand je l'ai fait, chaque conversation dans un rayon de 3 mètres a ralenti jusqu'à s'arrêter. Parce que la dernière fois qu'il m'avait vu, j'étais le gamin qui avait disparu avant l'université. Celui qui avait renoncé à ses frais de scolarité, qui avait pris une année sabbatique pour se trouver. Maintenant, j'avais l'air de quelqu'un qu'on recherche sur Google. Et Jason. Il était au bar, sirotant un verre, l'air d'un homme à 2 doigts de la dépression nerveuse. Nos regards se sont croisés. Il a cligné des yeux. J'ai hoché la tête. Pas un mot. Ma mère était à l'autre bout de la pièce, parlant à une grand-tante que je me rappelais à peine. Quand elle m'a enfin remarqué, son visage a traversé 4 étapes de réaction, confusion, reconnaissance, sourire forcé, et quelque chose de proche de la panique. Je me suis approché, calme, civilisé, comme quelqu'un qui n'a besoin de rien de personne. Trevor, a-t-elle dit, le souffle coupé. Je ne savais pas que tu venais. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je dit doucement. Mais l'un des sponsors de l'événement m'a invité. Son visage s'est contracté. Oh, a-t-elle dit. J'ai laissé cela flotter dans l'air. Mon père l'a rejointe un instant plus tard. Son sourire était plus tendu, plus forcé. Mon fils, a-t-il dit. C'est bon de te voir. De même. Il a essayé de poser d'autres questions, mais je me suis tourné pour saluer quelqu'un d'autre, l'organisatrice de l'événement, et je lui ai tendu ma carte de présentation pour confirmer ma table. Elle a jeté un coup d'œil, a souri et a dit « Oh, vous êtes le gars de Dustproof. Nous avons tellement entendu parler de votre travail. » Mes parents sont restés silencieux. Il ne s'agissait pas d'étaler quoi que ce soit. Il s'agissait de présence, de reprendre l'espace dont on m'avait chassé, de les obliger à regarder. Parce que le spectacle ne faisait que commencer. La réception du mariage s'est déroulée comme une pièce de théâtre, et j'avais fini de jouer le rôle du personnage secondaire.
Mes parents étaient assis, raides, à leur table de l'autre côté de la salle, sirotant à peine leur boisson. Jason rôdait à proximité, clairement déstabilisé, jetant des coups d'œil vers moi toutes les quelques minutes comme si j'étais un fantôme qu'il n'arrivait pas à chasser. Quelques-uns de nos cousins m'ont adressé la parole, polis, curieux, gênés. L'un d'eux, Devon, s'est penché avec un sourire narquois et a dit « Tu n'avais pas abandonné tes études ou un truc du genre ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait un geste vers le carton Dust Proof sur la table, où mon nom figurait à côté d'une courte description de l'entreprise que j'avais cofondée et où un subtil QR code menait directement à une étude de cas intitulée « Les frais de scolarité qui n'existaient pas. Comment la perte de tout à 18 ans m'a aidé à construire un portefeuille de contenu de 460 000 € avant 21 ans. » C'était subtil. Je n'avais cité aucun nom, pas de diatribe, pas de message sur Reddit, pas de crise de colère, juste des données propres, un ton neutre, une chronologie documentée. Mais toute personne un tant soit peu intelligente pouvait lire entre les lignes. Et à en juger par l'expression de Jason quand il a scanné le code oui, je l'ai vu le faire, il avait définitivement ce qu'il fallait d'intelligence. Les retombées ont commencé 2 jours plus tard. J'ai reçu un texto de mon père. Nous devons parler en personne. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère. Ton article. Les gens posent des questions. S'il te plaît, retire-le. Ça m'a fait rire. Le retirer. Après qu'il m'ait présenté comme le petit frère altruiste qui s'était noblement effacé pour le futur entrepreneur de la famille. Non, c'était le moment de rendre des comptes. Et ce n'était même plus personnel. C'était structurel, propre, inévitable. Car dès que l'étude de cas est devenue virale, les gens ont commencé à faire des liens. Erika m'a dit que l'ancien sous-traitant de Jason, celui qu'il avait ignoré après lui avoir promis des stock options, avait partagé le lien sur Twitter avec la légende « Ah, c'est donc pour ça qu'il ne m'a jamais payé ». Un jour plus tard, l'incubateur de start-up local qui avait envisagé Jason pour un deuxième tour de financement a publié une mise à jour discrète sur son site web, annonçant une pause des investissements externes en attente d'un examen interne. Traduction, Jason n'était pas seulement hors de la liste, il avait carbonisé la liste. Pendant ce temps, quelques-uns des premiers investisseurs de Jason, pour la plupart des dentistes et des agents immobiliers locaux avec qui mon père jouait au poker, n'étaient pas contents. L'étude de cas ne les nommait pas, mais elle traçait le parcours de l'argent à travers des phrases vagues comme « start-up financée par la famille sans indicateur de performance clé » et « premiers investisseurs à qui l'on a promis des rendements élevés sans aucune surveillance ». Toute personne impliquée savait exactement de qui il s'agissait. L'un d'eux, le docteur Kelman, aurait coincé mon père lors d'un barbecue de quartier et lui aurait demandé sans détour « As-tu donné les frais de scolarité de ton fils à la start-up de Jason ?» Mon père n'a pas répondu, mais dans ces cercles, le silence en dit long. J'ai commencé à recevoir des nouvelles de gens, d'anciens professeurs, quelques camarades de lycée, même l'une des ex de Jason. Ils m'ont tous contacté avec une variation de « J'ai lu ton article ». Je n'en avais aucune idée. Car c'était le pouvoir de la vérité. Non pas crier, non pas dramatiser, juste documenter, calme, mesuré, sans excuse. Et ce calme, plus que toute autre chose, est ce qui les a défaits. Jason a essayé de répondre, en quelque sorte. Il a publié son propre article de blog, un méli-mélo rempli de jargon et peu convaincant intitulé « L'entrepreneuriat est désordonné, leçon d'une start-up qui ne s'est pas déroulée comme prévu ». C'était plein d'excuses vagues et de phrases comme « repousser les limites »,« construire sous pression » et « apprendre des défis ». Personne n'y a cru. En fait, les commentaires étaient brutaux. Voilà ce qui arrive quand on joue avec l'argent des autres. Ton frère avait tout à fait le droit de parler. Tu lui dois plus que des excuses. Tu n'as pas échoué parce que tu as pris des risques. Tu as échoué parce que tu as pris les gens pour des imbéciles. Mes parents, cependant, n'ont pas répondu publiquement. Ce n'était pas leur style. Mais ils l'ont ressenti. Les appels ont cessé. Les textos se sont taris. Ma mère a retiré la moitié de la famille élargie de ses amis sur Facebook. Mon père a fermé son compte LinkedIn. Au début, j'ai pensé que c'était de la honte, mais ce n'était pas ça. C'était le contrôle qui leur glissait entre les doigts, silencieusement, implacablement. Et tandis qu'ils se recroquevillaient sur eux-mêmes, mon monde s'est élargi. J'ai accepté une invitation à prendre la parole lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat numérique à Austin. J'ai partagé la scène avec des fondateurs 2 fois plus âgés que moi. Dîner, table ronde, interview,
Tout cela était surréaliste, et tout cela était mérité. Marissa et moi avons transformé Dustproof en une véritable entreprise. Nous avons embauché 2 rédacteurs, un chef de projet et un responsable des ventes. Au moment de mon 21e anniversaire, nos revenus mensuels avaient dépassé les 46 000 €, sans compter les commissions d'affiliation ou les accords de licence. Et la meilleure partie? Je n'ai jamais rien dit à mes parents, pas directement. Je ne les ai jamais appelés pour me vanter. Jamais envoyé de texto, je vous l'avais bien dit. Jamais posté de relevé bancaire dans la conversation de groupe. Parce que le silence était plus fort, la distance était plus forte, et la dignité, elle, hurlait. Une dernière chose s'est produite qui m'a fait réaliser que la boucle était bouclée. C'était un samedi matin quand j'ai vu l'annonce. La start-up de Jason, ce qu'il en restait, était en liquidation. Meubles de bureau, moniteurs, quelques bureaux debout, tout était posté sur Facebook Marketplace sous un compte anonyme sans photo de profil. J'ai acheté l'un des bureaux, je l'ai fait livrer au bureau de Dustproof. Marissa a trouvé ça étrange, mais je lui ai dit que certaines choses ont simplement leur place là où elles sont enfin utiles. Et maintenant, chaque fois que je m'assois à ce bureau, cette relique ergonomique élégante et légèrement éraflée à 1100 € de son empire déchu, je souris. Parce que ça, c'était ma vengeance. Pas de bruit, pas de spectacle, juste un succès tranquille et indéniable. Le genre qu'il ne pouvait pas ignorer. Le genre qu'il ne pouvait pas toucher.